Et si je vous disais que Vladimir Poutine et Xi Jinping s'allient avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud pour bouleverser l'économie mondiale? Nous coopérons selon les principes d'égalité, de partenariat, de soutien et de respect mutuel. Les règles reposent sur les principes de la Charte des Nations Unies. Les règles internationales doivent suivre la Charte de l'Organisation des Nations Unies et être élaborées ensemble et protégées conjointement. La protection conjointe ne doit pas dépendre de la force ou de la voix la plus forte de l'un ou de l'autre. Celui qui est le plus fort ne doit pas imposer sa volonté, et il ne faut surtout pas former de clans ou de factions. Il ne faut pas non plus diviser ses propres règles familiales en règles internationales. Ces pays couvrent 4 continents, regroupent 40% de la population mondiale et près d'un tiers du produit intérieur brut mondial. Ce genre de nouvelles suscite toujours une réaction, enthousiaste ou craintive, selon nos allégeances. Chaque année, ces sentiments revenaient. Au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, où les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud se réunissent pour discuter de politique économique, conclure des accords et faire des déclarations sur l'avenir de l'économie mondiale. Mais étonnamment, il y a très peu de fonds pour étayer les gros titres qui émergent de ces réunions. En fait, il n'y a jamais eu de grand accord issu de ces sommets. Le groupe a fondé une banque pour rivaliser avec le Fonds monétaire international, mais tout son capital vient de la Chine. Les médias, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont intérêt à jouer sur la peur, donc ils vont en parler. De grands développements inquiétants viennent des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais dans cette vidéo, j'explique pourquoi cette coalition économique n'est pas si collaborative, pourquoi leurs priorités divergent et pourquoi l'ajout de nouveaux membres ne doit pas vous inquiéter. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont aujourd'hui une organisation intergouvernementale menée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Au début de l'année, ils ont ajouté l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Initié par la Russie en 2009, ce club visait à rivaliser un jour avec le G7. Mais l'origine de leur nom, Brésil, Russie, Inde, Chine, n'est pas le fruit de la diplomatie. Il a été inventé par un économiste de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en 2001. Goldman emballait des obligations des marchés émergents pour les vendre à ses clients. L'histoire de croissance de Jim était convaincante et il avait raison. De 2001 à 2011, les pays du Brésil, Russie, Inde, Chine ont connu une croissance régulière et un an après sa création, le Brésil, Russie, Inde, Chine est devenu les Brésil, Russie, Inde, Chine S avec l'ajout de l'Afrique du Sud. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une alliance de défense mutuelle. En fait, l'Afrique du Sud est membre de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour des accusations liées au conflit en Ukraine. Il n'a pas participé au sommet à Johannesburg, parce qu'ils auraient été légalement tenus d'arrêter le dirigeant russe s'il avait visité le pays. Ce n'est pas non plus un bloc de libre-échange. L'Inde bannit plusieurs applications chinoises de ses réseaux mobiles. Le Brésil respecte des interdictions sur certains produits russes. Et les rares décisions que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud prennent le sont par consensus, donc chaque pays doit être d'accord. Si vous avez déjà vu un système de gouvernement parlementaire ou présidentiel, vous savez à quel point il peut être difficile d'obtenir qu'un certain pourcentage de personnes soient d'accord sur quelque chose. Imaginez devoir obtenir l'accord de 100% des personnes pour faire quoi que ce soit. L'ajout de nouveaux membres, les accords commerciaux multilatéraux, même les déclarations conjointes, nécessitent l'approbation de 5 pays très différents. Comparez cela avec le G, un forum économique cohésif avec des objectifs communs et des résultats concrets, comme des réponses coordonnées aux crises mondiales. Les différences le sautent aux yeux. Le partenariat entre le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis a été officialisé en 1973. Ils représentent ensemble la moitié de la richesse mondiale nette. Ils ont le produit intérieur brut par habitant le plus élevé et sont tous des démocraties. Tous les pays, à l'exception du Japon, font partie de l'alliance militaire de l'OTAN. La France, l'Allemagne et l'Italie utilisent dans tout le même régime monétaire. Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni appartiennent au réseau Five Eyes, tandis que le Japon est l'allié principal des États-Unis dans le Pacifique. Se font-ils confiance ?
Oui, ils se battraient les uns pour les autres. En 98. Ces pays ont annulé la dette des nations pauvres, dont le Mozambique, le Nicaragua et la Tanzanie, pour libérer des ressources pour réduire la pauvreté et favoriser le développement. En 2008, ils ont coordonné leur réponse à la crise financière mondiale et alloué plus de 5 000 milliards de dollars en relance après leur rencontre. Ils ont aussi coordonné une initiative contre la prolifération nucléaire et le changement climatique. Ce n'est pas un organe législatif, mais ils arrivent à accomplir des choses. Le Fonds monétaire international est une institution très influente. Il a renfloué le gouvernement grec en 2011 et accorde des milliards de dollars de prêts aux pays en développement. Il existe certes des arguments valables contre son efficacité en matière de développement économique, mais il n'y a aucun doute sur son influence. Tous ces prêts sont libellés en dollars, ce qui renforce la prééminence du dollar américain à l'étranger. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud voudraient avoir leur propre levier financier pour influencer à l'international. C'est pour cela qu'ils ont créé la nouvelle banque de développement. Un problème, c'est que ce n'est tout simplement pas si important. Au cours de la dernière décennie, elle a alloué environ 33 milliards de dollars. C'est un tiers du budget annuel du Fonds monétaire international et la Chine contribue à plus de % du capital qu'elle alloue. Ceci n'est qu'un autre volet de la stratégie de politique étrangère de la Chine. On pourrait penser que les États-Unis font de même avec le Fonds monétaire international, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis sont le plus grand contributeur, mais leur part n'est que de %. Après cela, l'Allemagne, le Japon et la Chine contribuent tous entre 5 et 6 %, suivis par la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Inde, la Russie et le Brésil. C'est le Brésil qui a introduit l'idée d'une monnaie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud comme moyen de faciliter la dédollarisation. Que nous ayons une monnaie propre pour faire du commerce entre les pays. J'ai dit publiquement, pourquoi le Brésil a-t-il besoin du dollar pour commercer avec la Chine? Nous pouvons le faire avec nos propres monnaies. Mais quand les pays se réunissent pour un sommet afin de discuter des détails, tout s'effondre. Rappelez-vous, ils ont besoin de consensus, d'accord. À quoi cela ressemblerait-il? Une monnaie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud serait-elle partagée équitablement? La Chine s'y opposerait. Leur économie étant 40 fois plus grande que celle de l'Afrique du Sud, cette dernière accepterait-elle que la monnaie soit pondérée selon la taille économique? Ils remplaceraient la domination du dollar par celle du yuan chinois. En fait, après leur dernier sommet, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et la banque détenue par les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont officiellement déclaré qu'ils ne sont pas intéressés par une monnaie mondiale. Les deux seuls pays restants sont la Russie, qui veut imposer le rouble, et le Brésil. Il y a un autre éléphant dans la pièce. La Chine et l'Inde ne s'entendent pas vraiment, elles ont un différend territorial dans l'Himalaya à propos de l'Arunachal Pradesh, ou comme la Chine l'appelle, le Tibet du Sud. Les tensions sont si fortes à la ligne de contrôle effectif que l'Inde et la Chine ont toutes deux accepté de ne pas armer les troupes militaires stationnées là-bas. À la place, lorsque les tensions montent, ils se battent avec des bâtons de chaque côté des fils barbelés. De plus, la Chine soutient le principal rival régional de l'Inde, le Pakistan. La Chine est la principale source de technologie militaire et d'armes du Pakistan, y compris des missiles capables de transporter des ogives nucléaires. Ils mènent fréquemment des exercices militaires conjoints, ce que l'Inde considère comme une menace majeure pour sa sécurité. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés lors de guerres en 1947, 1965, 1971 et 1999. Les tensions ont récemment augmenté autour de l'administration des territoires du Jammu et Cachemire. La Chine soutient les revendications du Pakistan sur le Cachemire et a fait du Pakistan le centre de son initiative, la ceinture et la route. Le corridor économique Chine-Pakistan est un projet d'investissement de plusieurs milliards de dollars, destiné à renforcer la dépendance du Pakistan envers la Chine, tout en offrant également à la Chine un accès précieux à la mer d'Arabie.
Dans ses efforts pour contrebalancer, l'Inde s'est de plus en plus alignée avec les adversaires stratégiques de la Chine, à savoir le Japon, l'Australie et les États-Unis, au sein de l'alliance Quad. Pensez-vous qu'ils vont vraiment s'accorder sur beaucoup ? De plus, 3 autres pays doivent encore se rallier. Les Occidentaux, en particulier les Américains, peuvent tomber dans le piège de croire que tous leurs ennemis doivent forcément bien s'entendre entre eux. C'est une vision extrêmement narcissique. La Russie tolère la Chine, ce n'est pas comme la Suède et la Finlande, qui n'ont jamais été en guerre et ont des siècles d'histoire de coopération. Le différend frontalier sino-soviétique de 1969 a dégénéré en conflit armé autour de l'île contestée de Damansky-Zhenbao sur le fleuve Ussuri. Des affrontements ont aussi eu lieu sur des rivières au Xinjiang. L'Union soviétique a condamné la répression violente des manifestations de la place Tiananmen par le gouvernement chinois. En 1989, ils se disputent activement l'influence dans les pays d'Asie centrale riches en ressources et en 2023, la Chine a dessiné une nouvelle carte revendiquant l'île Bolchoï-Ussuriski, une île située à la confluence des rivières Amour et Ussuri comme territoire chinois. Mais ce territoire, situé à l'extrême nord-est de la Chine, partage une frontière avec la Russie et les deux pays ont signé un accord il y a près de 20 ans pour se partager l'île. Aujourd'hui, la Russie commerce beaucoup avec la Chine, mais après cela, certains de ses plus grands partenaires commerciaux sont l'Allemagne et la Turquie. Ni l'Afrique du Sud ni le Brésil ne figurent même parmi les 20 plus grands partenaires commerciaux de la Russie. La Russie veut que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud s'alignent avec elle et boycottent l'Occident jusqu'à ce que l'Occident leur donne ce qu'ils veulent en Ukraine, mais ils n'ont aucun moyen d'obtenir un consensus à ce sujet. Le Brésil, hormis ses exportations vers la Chine, commerce peu avec les autres Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, avec plus de 7 milliards d'exportations. Les États-Unis sont leur deuxième partenaire commercial, avec plus d'1 milliard d'exportations. Après la Chine, les États-Unis et l'Allemagne sont de grands fournisseurs. Le Brésil évite donc d'altérer ses relations avec l'Occident. De plus, les Brésiliens gagnent peu. Le produit intérieur brut par habitant est de 7 500 $. C'est une histoire similaire pour tous les Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. À part la Chine, les dépenses des États-Unis sont 50% supérieures à celles de tous les Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud réunis. Cela signifie que ces pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui les rend dépendants des exportations pour être économiquement viables. C'est une situation précaire dans laquelle se trouver. Et puis il y a l'Afrique du Sud, qui est vraiment petite comme le Brésil. Ils sont dans ce groupe car la Chine est leur principal partenaire commercial et ils veulent de bonnes relations. Leur économie dépend aussi largement des exportations de matières premières, comme la Russie et le Brésil. Le monde veut leur or, platine et charbon. À tel point que l'Afrique du Sud a obtenu un prêt de 4,3 milliards de $ du Fonds monétaire international en 2020. Comme le Brésil, il souhaite jouer sur les deux tableaux sans s'engager pleinement dans un sentiment anti-occidental. Au début de 2024, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont devenus les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud plus, avec l'ajout de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. L'Inde en particulier a soutenu que les démocraties devraient être au centre des critères d'adhésion. Ils ont une forte tradition démocratique et ne veulent pas rejoindre le G7 autocratique. L'Argentine elle a été ajoutée, mais Javier Milei a ensuite retiré le pays après son élection fin 23. Donc ce n'est pas vraiment une tendance très positive. De plus, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont les principaux rivaux l'un de l'autre. J'ai réalisé une vidéo sur le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui détaille ce sujet. En résumé, ils ne sont d'accord sur rien. De plus, les Saoudiens travaillent activement sur un accord trilatéral avec Israël et les États-Unis. Parvenir à un consensus était déjà difficile, c'est désormais presque impossible. J'espère que cette vidéo vous rend moins enthousiaste concernant les BRICS, que ce soit positivement ou négativement.
Si vous ne me croyez pas, rappelez-vous Jim O'Neill, l'économiste de Goldman Sachs, qui a créé ce terme il y a 20 ans. Il a écrit une tribune dans le Financial Times où il disait qu'ils avaient été en grande partie décevants. Tout cela n'est vraiment qu'un pétard mouillé. Les dirigeants se réunissent, font des discours, prennent des photos, puis rentrent pour suivre leur agenda économique. Ensuite, ils se réunissent de nouveau. Continuons simplement notre vie.